mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Merci de nous choisir encore sur la radio-télévision d'État Santé pour vous informer. Eh bien, la pandémie à coronavirus fait et ses ravages au Togo comme partout ailleurs dans le monde. Plus de 80 000 à travers le monde, 80 000 décès bien sûr à travers le monde. Le Togo est à ce jour 73 cas confirmés positifs, 24 guéris et 3 décès. Une crise sanitaire qui a donc obligé le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé le 1er avril dernier a décrété plutôt un état d'urgence sanitaire, assorti bien évidemment des mesures concrètes devant donc obliger les Togolais à adopter des comportements peu habituels, des mesures qui pourront même avoir des répercussions sur le quotidien des populations, surtout celles qui vivent au jour le jour, d'où la mise en place justement d'un programme de revenu universel de solidarité. L'idée, selon le gouvernement, est de venir en aide aux populations dont le quotidien sera donc menacé par des mesures de riposte contre le Covid-19 au Togo. Nous en parlons bien évidemment dans cette édition avec vous, Monsieur Damipi Nouboko, ancien ministre des Mines et de l'Énergie. Vous êtes conseiller du président de la République. Monsieur Damipi, merci d'avoir accepté notre invitation à ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour que nous puissions échanger sur ce problème très important qui est cette pandémie qui touche le monde entier. C'est cela. Alors, je voudrais tout de suite vous demander si vous avez aujourd'hui le sentiment, à travers ce programme de transfert monétaire, d'avoir donc répondu à l'attente, aux besoins d'ailleurs de certaines populations vulnérables, parce que obligées de subir donc des impacts des mesures d'état d'urgence telles que décrétées par le président de la République. Oui, le gouvernement est conscient que les mesures de riposte telles qu'annoncées ont un impact négatif sur le revenu quotidien des populations. Et c'est pour cela que le gouvernement a mis en place le programme de revenu universel de solidarité dénommé Novici pour venir en aide aux populations les plus vulnérables qui vont sûrement perdre la totalité ou une bonne partie de leurs revenus. Donc ce programme est destiné à appuyer, à aider, à venir, à soutenir nos frères et sœurs, surtout du secteur informel, qui vont perdre à coup sûr des revenus importants pour eux. C'est cela. Alors c'est quoi ce programme essentiellement? Ce programme essentiellement est destiné à faire un transfert monétaire à ces populations-là, et aux femmes et aux hommes et aux conducteurs de taxi-moto qui sont dans une situation assez particulière. Et une fois par mois, il y a un montant mensuel qui est défini, et ce montant est payé en fait chaque 15 jours aux populations qui sont éligibles à ce programme-là. Alors, est-ce que la majeure partie de la population qui est visée à travers ce programme? La population vulnérable, bien sûr. La population vulnérable qui est visée, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est essentiellement ceux qui sont dans l'informel et qui vivent au quotidien. Et donc, nous avons essayé de trouver la meilleure formule pour l'instant pour pouvoir atteindre cette population-là. L'une des conditions pour être éligible à ce programme, c'est d'avoir ou alors de posséder sa carte d'électeur. Avez-vous aujourd'hui la certitude de véritablement cibler ceux ou alors des populations concernées, sachant bien l'état des lieux de ce qui se passe au Togo? Oui, nous avons édicté un certain nombre de conditions à remplir pour être éligible, notamment être togolais, évidemment, résident, avoir plus de 18 ans et avoir une carte d'électeur. Alors, cette question a fait couler beaucoup d'encre, mais en réalité, il s'agit de s'assurer que vous êtes vraiment un Togolais et que vous avez cette capacité de bénéficier du programme. Alors, pourquoi? On pouvait utiliser d'autres, notamment la carte d'identité, d'autres pièces, mais on a
privilégier la carte d'électeur parce que ça touche beaucoup plus de personnes. Si nous prenons la carte d'identité, nous avons estimé qu'il doit y avoir entre 1,2 million et 1,5 million de Togolais qui ont leur carte d'identité. Mais alors que si nous prenons les cartes d'électeurs avec un fichier fiable, vous connaissez les conditions dans lesquelles aussi ces cartes ont été élaborées, et nous avons près de 3,6 millions cartes d'électeurs. Donc nous pensons qu'avec la carte d'électeur, on peut toucher vraiment la population et surtout la population qui doit avoir le bénéfice de ce programme-là. Quand vous prenez la carte d'identité aussi, l'inconvénient, vous touchez tout le monde. Vous voyez beaucoup de gens. Vous pouvez avoir des mineurs qui ont des cartes, des non-résidents au Togo qui ont leurs cartes. Et donc, du coup, ça devait être un peu plus difficile de gérer à partir des cartes d'identité. C'est pour cela qu'on a préféré plutôt les cartes d'électeurs. Et ces cartes d'électeurs ne sont pas des anciennes cartes d'électeurs, hein, c'est des cartes d'électeurs d'actualité. Oui, vous savez que sur pratiquement une année, nous avons fait 3 élections. Tout à fait. Et à chaque élection, il y a eu la révision des listes électorales. Donc, chacun a pu mettre à jour sa carte d'électeur. Donc, nous avons confiance que avec les cartes d'électeurs, nous pourrons toucher vraiment la population que nous avons ciblée. Mais le constat est là, beaucoup ne se sont pas fait enrôler et par ricochet, non pas ces cartes d'électeurs, mais font partie aussi de ces couches vulnérables. Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Oui, je voudrais aussi dire que on avait appelé toute la population à aller s'enrôler pour les élections. Donc c'était aussi un devoir citoyen d'aller se faire enrôler. On pouvait s'enregistrer et ne pas aller voter qui on veut, mais nous estimons que voilà ce cas, lorsque le gouvernement décrète ou donne des instructions, nous sommes tous des citoyens et nous devons respecter les instructions que le gouvernement donne. L'occasion pour une pincure ou alors une petite censure alors? Ben, ce n'est pas une censure. Écoutez, nous avons commencé avec ce programme. Nous avons pris ce critère-là aujourd'hui. Nous allons observer l'incidence de ce critère. Et si il y a d'autres choses à faire, parce qu'il y a des Togolais qui sont dans les mêmes conditions que les autres, mais ils ont des difficultés. Je crois que le gouvernement va continuer les réflexions et nous sommes ouverts aussi à des propositions qui pourront nous être faites. Pour l'instant, ce n'est pas une mesure arrêtée, totalement arrêtée. C'est une mesure arrêtée, c'est-à-dire si vous venez avec uniquement votre carte d'identité, on ne peut pas le faire. Donc pour l'instant, la décision, c'est les cartes d'électeurs. Mais les réflexions continuent. On a juste commencé hier. C'est cela. Alors, monsieur le ministre, une mesure importante aussi concerne les conducteurs de taxi-moto. À ce niveau, essentiellement, il y a une prise en charge mensuelle à l'égard de ces travailleurs-là. Dans quelle mesure ceux qui sont dans ce secteur peuvent aussi bénéficier de ce programme? Ceux qui sont dans ce secteur de conducteurs de taxi-moto, nous avons indiqué qu'ils sont inscrits par leur syndicat, leur regroupement, et c'est à base des informations recueillies auprès de ces syndicats et que nous travaillons, et c'est sur cette base que nous pouvons apporter le soutien du gouvernement à nos frères qui pratiquent ce métier. Beaucoup ne font partie d'aucun syndicat, mais exercent aussi dans ce secteur et font de cette activité leur gagne-pain, monsieur le ministre. Oui, là également, je pense que c'est quand même aussi un problème. Si vous exercez une activité dans un pays, il y a une organisation, il y a des organisations institutionnelles qui gouvernent votre activité. Je pense qu'il est du devoir de chacun, lorsque vous exercez une activité, de s'affilier à l'organisation de votre activité. Donc aujourd'hui, c'est vrai, il y a des gens qui pratiquent ce métier et qui ne sont pas dans aucune organisation. Et donc, peut-être par ignorance. Par ignorance, peut-être. Donc c'est le lieu de les appeler
à se faire identifier auprès de ces organisations. Mais pour l'instant, ce qui existe et ce que nous connaissons, c'est la liste qui a été fournie par les organisations syndicales des conducteurs de mototaxi. Ne craignez-vous pas créer une certaine frustration à partir de l'observance et l'exécution de ce programme? Non, nous venons de dire qu'on a commencé. Et lorsque personne n'avait prévu ce genre de situation, cette pandémie, et chaque pays, chaque gouvernement est en train de chercher les voies et moyens d'appuyer, d'aider, de soutenir la population. Donc, lorsqu'une mesure de ce genre est mise en place, nous observons, nous écoutons, et nous pouvons toujours réagir en fonction des difficultés éventuelles qui seront constatées lors de l'application de ces mesures. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que nous allons véritablement vers la suspension pure et simple des conducteurs de taxi-moto à partir d'un moment donné? Mais la question est assez simple. On a donné des indications, à savoir le port du masque, à savoir obligatoire, à savoir être à une certaine distance l'un de l'autre, 1 mètre minimum. Alors dites-moi, à 1 mètre, lorsque vous prenez un conducteur de taxi-moto, comment allez-vous faire pour être à 1 mètre du conducteur? C'est un problème réel. Nous avons pensé qu'il faut suspendre momentanément. Personne n'a dit d'arrêter complètement et pour toujours les taxis-motos. Mais c'est un problème qui est là et c'est un problème réel. Et nous avons estimé qu'il fallait suspendre le travail des taxis-motos, mais ça a fait un peu de bruit. On a suspendu cette mesure, mais la réflexion est toujours en cours pour voir comment faire pour qu'il n'y ait pas trop de risques, il n'y ait pas de risque à utiliser les taxis-motos dans le cadre du Covid-19. Il y a une date indiquée le 11 dernier, le 11, en suspendant cette mesure brusque dont vous parlez tantôt. Oui. Alors, est-ce que le 11 est toujours maintenu pour l'interdiction de transport? Les discussions sont toujours en cours avec les autorités, avec les spécialistes. Mais pour l'instant, le 11 est maintenu. Peut-être d'ici le 11, si une solution est trouvée, vous serez informé de la solution. C'est cela. Merci, Monsieur le ministre. Alors, une aussi des conditions sociales ou alors de mesures sociales que le chef de l'État avait annoncé le 1er avril dernier, c'est la gratification des tranches sociales, très mal peut-être compris ou alors qui avait drainé une compréhension polémique au sein de la population. D'aucuns pensaient que c'était la totalité des factures d'eau et d'électricité qui a été accordée. Mais visiblement, il faut aller à un autre calcul. Vous avez été directeur de la SUET. Je veux bien croire que cette technicité vous appartient à expliquer davantage ce que c'est que la tranche sociale. Merci beaucoup. Et la facturation des produits de ces deux services publics, l'électricité et l'eau, est faite de manière graduelle. Nous avons des tranches qui sont tarifées différemment. Donc on peut avoir 2 tranches, on peut avoir 3 tranches, on peut avoir 4 tranches, en fonction de la politique tarifaire. Et dans ces tranches, nous avons une première tranche. Nous estimons que nous avons des populations, des frères et des sœurs, des parents qui sont relativement pauvres. Mais ils ont également besoin de ces produits, de l'eau potable, de l'électricité, pour les besoins et les usages divers. Donc, il y a toujours une tranche où le tarif est relativement faible et également, cette tranche, en général, n'est même pas imposée. Il n'y a pas de TVA sur cette tranche pour faciliter, pour donner un peu de soutien à cette partie de la population. Donc, la décision du gouvernement, c'est que cette tranche-là ne sera plus facturée. Donc, si on vous dit que c'est 10, les 10 premiers mètres cubes, si c'est de l'eau, ou les 30, je pense que c'est 100 kWh, les premiers, la valeur de kilowattheure de cette tranche-là n'est pas facturée. Donc, si vous avez consommé moins que, inférieur ou égal à cette tranche,
eh bien, vous aurez une facture égale à 0. Mais si vous dépassez cette tranche, supposons que c'est 100 kWh la tranche, si vous consommez 110, on ne vous facturera que les 10 qui sont au-dessus de la tranche. Voilà le principe de la tranche sociale et de ce qui a été annoncé par le gouvernement. Vous avez également les compteurs prépayés. Oui. Alors, les compteurs prépayés, il y a tout un système de facturation complètement différent. Et je pense que à la dernière information que j'ai, les techniciens de la CET sont en train de travailler là-dessus pour voir comment cette mesure peut être appliquée sur les compteurs prépayés. Alors pour l'instant, ils ne sont pas encore pris en compte. Ils sont, vous savez que la tarification du prépayé est en réalité mensuelle. Mais comme vous achetez le courant chaque jour ou chaque semaine, à la fin du mois, il y a un calcul qui est fait pour vous permettre de bénéficier des tranches. Donc, si des clients qui ont le prépayé aujourd'hui payent toujours le montant normal, je suis sûr que d'ici la fin du mois, un calcul sera fait pour réduire ou leur retourner la partie payée en trop. C'est beaucoup plus complexe pour le compteur après paiement que pour la facturation classique, mais on y arrive, les calculs sont en train d'être faits. Monsieur le ministre, alors dites-nous, les conditions qui sont en train d'être prises sont pour préparer un éventuel confinement, parce que quoi qu'on dise, le confinement, on y est déjà, hein, lorsque on interdit la circulation des mototaxis, alors que ces mototaxis servent au déplacement de la quasi-totalité de la population d'ailleurs. Ça veut dire que ça ne joue pas seulement qu'au niveau des conducteurs, mais aussi au niveau de la population en général. Alors, est-ce que nous sommes en train d'aller vers un confinement général comme ailleurs dans la sous-région? Oui, notre confinement aujourd'hui n'est pas, je peux dire que ce n'est pas à 100%. On nous a, les instructions, c'est de réduire au maximum les contacts, c'est de pratiquer les activités à distance, ce qu'on peut pratiquer à distance, qu'on le pratique. Certains paiements, par exemple, on a parlé d'électricité tout à l'heure, si on peut payer à distance, on paye. Il y a les opérateurs de téléphonie mobile qui ont des plateformes où on paye. Donc, nous observons ce qui se passe, les résultats. Vous avez parlé tout à l'heure du nombre constaté, 73, dont 3 décès malheureusement. Et donc, ça veut dire qu'on a 24 qui sont guéris et 46 qui sont constatés aux soins. Donc, si le chiffre monte de manière exponentielle, parce que nous avons tous vu dans les médias ce qui se passe en Europe et dans les autres pays, le nombre